Chers amis, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session commune SFAR SFMU consacrée aux nouvelles technologies et aux urgences vitales que j'aurai aujourd'hui le plaisir de co-animer avec le professeur Karim Tazarourt, qui est chef de service des urgences et du SAMU à Lyon et par ailleurs président de la SFMU. Mon nom est Julien Potcher, je travaille en anesthésie et réanimation à Strasbourg. Les thèmes d'aujourd'hui vont être consacrés en partie, mais pas exclusivement, à l'intelligence artificielle et à la manière dont elle peut être exploitée, à la fois en situation préhospitalière, et c'est Cédric Gilles Jardinet qui nous en parlera. Ensuite, en réanimation, et c'est Pauline Pérez qui abordera cet aspect. Et enfin, Xavier Bobia, qui vient de nous rejoindre, nous parlera de l'échographie New Age. J'espère que vous êtes prêts. Et on commence tout de suite avec le docteur Cédric Gilles Jardinet de Bordeaux, qui nous parle de l'intelligence artificielle et du machine learning pour le triage et l'orientation des patients. Un mot en préambule, il y a des urgentistes parmi vous? Vous êtes tous anesth. Donc ça, c'est très intéressant, hein, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'accroches entre nos spécialités. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de perméabilité, puisqu'un certain nombre de MAR sont en urgence, ou vice-versa. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on crée un nouveau modèle, en particulier pour nos soignants. Voilà. Un modèle où, globalement, on subsidiarise le médecin, on se mixe, on partage le chemin clinique du critical care, du préhospitalier à l'intra. Donc c'est intéressant que vous soyez, pour la plupart, de l'anesthésie-réanimation. On fait la même chose aux urgences. La perméabilité de nos spécialités est importante. Donc dans vos domaines respectifs et dans vos hôpitaux respectifs, n'hésitez pas à mixer les postes d'infirmiers, de médecins, etc. Vas-y Cédric, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Je suis ravi de cette invitation et surtout du thème, en fait. C'est toujours assez plaisant de parler de ces outils un peu atypiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour ça. Pour débuter la présentation, en attaquant ce travail, je me suis dit finalement, il y a plein d'outils nouveaux. Si je veux parler du machine learning et de la régulation, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas simplement à la machine, et notamment à cette petite application qui s'appelle CEDIG. On reparlera un petit peu du fonctionnement de cet outil-là. Et du coup, je lui ai tapé dedans le machine learning et la régulation des appels urgents, point. Et je lui ai dit, vas-y, écris-moi du texte après. Et voilà ce qu'elle me propose. Donc, on voit que finalement, en fait, déjà, la machine, elle dit que c'est pas pour tout de suite. Clairement, et puis ça, on va essayer d'en discuter. Mais par contre, on voit qu'elle se positionne très clairement sur la place que pourrait jouer éventuellement cette intelligence artificielle dans la régulation médicale. Alors, ce qu'il faut être clair là-dessus, c'est que ça, c'est pas un bout de texte qui est pompé à l'intérieur d'Internet, c'est vraiment un truc qui a été totalement autogénéré, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, vous voyez la qualité, et je vous le promets, vous me croyez si vous voulez, hein, mais c'est du one-shot, c'est-à-dire que j'ai juste fait un seul essai, j'en ai pas fait d'autres. Avant toute chose, j'aimerais juste définir de quoi on parle. Il y a plein de trucs. Dans la tête de tout le monde, machine learning, intelligence artificielle, deep learning, tout ça, c'est la même chose. En fait, pas vraiment. L'intelligence artificielle, c'est un truc super basique finalement à la base. C'est-à-dire que si vous créez sur Excel un algorithme qui vous dit si la tension est supérieure à 140, le patient est hypertendu, vous avez fait de l'intelligence artificielle, bravo. Après, il y a des techniques un peu plus complexes. Ce qu'on appelle le machine learning, c'est quelque chose qui est plutôt basé sur les méthodes stats, qui sont des éléments que vous connaissez un petit peu plus en général, tout ce qui est modèle de régression, etc. Mais éventuellement d'autres stratégies un petit peu plus difficiles. Et après, vous avez les réseaux de neurones et le deep learning. Alors là, c'est la même base, finalement. C'est cette idée de représenter artificiellement le cerveau humain et le fonctionnement, les interactions qu'il va y avoir entre les neurones. Dans le réseau de neurones, finalement, en gros, on aura une seule couche, je vous épargne les détails. Dans le deep learning, on va en rajouter plein pour essayer de complexifier les interactions qu'il peut y avoir et vraiment représenter un fonctionnement de cerveau humain. Alors, du coup, j'ai fait un peu comme tout le monde en préparant mon topo, je suis allé voir ce PubMed. Je me suis dit que ça allait aller assez vite parce que du coup, il y a 88 publications qui répondent à ça. Alors, il y en a une perdue en 1995 c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, hein, c'est juste qu'à un moment donné, on parle d'algorithme et que quelque part, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, un algorithme reste une forme d'intelligence artificielle. Je suis passé vite au début, mais l'IA, on en parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50, 60.
Les prémices datent de là. Et en fait, si ça explose aujourd'hui, c'est juste qu'il y a des gens vachement bien qui ont construit des cartes graphiques qui sont énormes, à la base pour faire du jeu vidéo, et qu'en fait, ça marche super bien aussi pour faire des calculs qui correspondent à ceux nécessaires à l'intelligence artificielle. Au final, j'ai fait le tri de ces 88 articles, il y en a juste 45 finalement, donc ça va encore plus vite pour faire le tour. Et on voit bien que finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce travail-là, mais on va en discuter. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature concernant cette intelligence artificielle en régulation médicale et en médecine d'urgence? On retrouve des éléments sur la gestion du flux, tout ce qui va être prédiction, des éléments d'aide à la décision, d'accompagnement, soit de la stratification du niveau de risque, soit simplement de l'identification de certaines pathologies. Et après, on trouve pas mal, et c'est quasiment ce qui est majoritaire, de l'utilisation secondaire des données de santé à travers des systèmes notamment de traitement automatisé du langage naturel, sur lesquels je reviendrai un peu plus précisément. Sur la problématique de prédire l'activité en structure d'urgence. Longtemps, et on s'est toujours dit que finalement, cette fameuse activité de soins non programmés, on ne pouvait pas savoir. Mais finalement, quand on regarde ce genre de travaux-là, on se rend compte que 90% des journées sont prédites avec moins de 100 appels d'écart. 100 appels d'écart, dans le papier qui est présenté, c'est ce qui correspond à la capacité de quelqu'un qui travaille à la régulation en termes de gestion sur une journée. Donc en gros, à plus ou moins une personne, on est bon dans 90% des cas. Donc c'est de la prédiction à la journée, c'est un peu, c'est pas forcément très applicable en pratique, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez intéressant de voir que on arrive à identifier les situations. Alors ce qui est utilisé dans le modèle ici, c'est les éléments calendaires finalement, quel jour de la semaine on est, est-ce que c'est un jour férié, est-ce que c'est les vacances, etc. Mais également, ils sont allés récupérer les données de l'INVS concernant tout ce qui était phénomène épidémique. Et du coup, en prenant ça, ils arrivaient à anticiper les différents pics qu'il pouvait y avoir. Et vous voyez vraiment que la prédiction, et notamment sur le blanc d'Altman qui est à droite de l'écran, elle est plutôt bonne. Alors ça, c'est un petit peu en avant-première, c'est les travaux que nous on fait dans l'équipe dans laquelle je travaille, où là par contre on s'est intéressé non plus à la prédiction journalière, mais à la prédiction horaire. Et vous voyez que là, pour le coup, on est très très près de la réalité, avec une prédiction qui est faite 7 jours avant l'heure. Donc potentiellement, en termes d'adaptation, on se dit qu'effectivement, il y a 7 jours pour essayer de moduler un peu les effectifs ou ces choses-là, de travailler là-dessus. Et là, pour le coup, on est à 95% du temps dans les clous. Alors l'intérêt de prédire le recours aux structures de médecine d'urgence ou le nombre d'appels en régulation médicale, c'est bien sûr d'envisager cette adaptation des moyens, d'anticiper les besoins qu'il peut y avoir aux urgences et aussi, à l'extrême, de proposer une réponse coordonnée sur l'ensemble d'un territoire. Parce que la régulation, du coup, ça prend un département entier, voire même plusieurs à certains moments. Des coins du sud-ouest un peu plus ambivalents font qu'il y en a 2 sur un seul département. Je pense au Basque et au Béarnais. Mais pour aller plus loin, ensuite, après, on peut envisager, et il y a quelques travaux là-dessus, de la prédiction par spécialité, ou en tout cas par grande typologie de problèmes, problèmes gériatriques, problèmes médicaux, problèmes chirurgicaux. Et ça nous permettrait d'aller vers ce qu'on pourrait envisager être une météo des urgences. Le problème de tout ça, en fait, c'est l'acceptabilité. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous explique qu'en régulation, enfin, le modèle, il nous dit, le samedi et le dimanche, c'est le bordel. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est faire moins de week-end. Donc, à un moment donné, il y a un conflit. Donc, c'est des outils qui sont très bien, qui sont très sympas, mais qui nécessitent quand même, en termes de mise en pratique, une réflexion. Et clairement, ce n'est pas utilisable de cette manière-là. Et en plus, si je vais un petit peu plus loin, il y a l'acceptabilité des praticiens, mais il y a aussi l'acceptabilité administrative, où d'une certaine manière, il y a des fois où le modèle il se trompe quand même, hein, et du coup ça sous-entend que les administratifs acceptent de payer des gens qui vont moins travailler que prévu. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Je pense qu'il y a des vraies pistes qui sont intéressantes pour nous, mais pour l'instant ça me paraît un peu compliqué. L'autre problématique sur la régulation, c'est la prise de décision. Et effectivement, on prend la décision avec des éléments qui sont pas toujours très simples à recueillir. On est au téléphone, on n'a pas forcément le visuel avec le patient. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur tout un tas de pathologies. Alors, il y a de l'AVC,
Pardon, il y a eu le Covid. Alors là, le Covid, il y a une quantité astronomique de travaux, il y a un petit peu de bande sonore, il y a plein de choses là-dessus. Mais l'élément qui sort le plus dans la littérature, c'est l'arrêt cardiaque. Et typiquement, je vous présente cette application, toujours pareil, j'ai pas de conflit d'intérêt, qui en fait, au cours de l'appel, j'ai accéléré parce que sinon c'est un peu long, détecte automatiquement les informations. C'est-à-dire que vous avez l'assistant de régulation qui demande où est le patient, il le localise automatiquement et il accompagne tout le processus de régulation en identifiant si jamais il y a un arrêt cardiaque. Et derrière, il accompagne l'assistant de régulation pour réaliser, qu'il renseigne une bonne réanimation cardiopulmonaire à la personne qu'il a au bout du téléphone et ça détecte automatiquement ce qui est dit. C'est-à-dire que ça passe tout seul d'une étape à l'autre. Il n'y a aucune intervention humaine sur l'avancée de tout ça. Alors c'est hyper intéressant. Sur les papiers, les études rétrospectives, on voit qu'il y a une diminution du délai sur l'identification de l'arrêt cardiaque par rapport à l'humain. On le voit bien, hein, alors en fonction du niveau de tolérance qu'on a en termes de faux positifs détectés par la machine, bien entendu ça fait des erreurs aussi, hein. On voit que les performances et l'amélioration est plus ou moins importante. Seulement, quand il y a eu un essai randomisé, et c'est à peu près le seul qui existe sur de l'application d'un outil d'IA en médecine d'urgence, là, il n'y a plus de différence. Donc, il y a encore des choses à faire, des choses à comprendre sur le pourquoi est-ce que ça améliore quand on fait du rétrospectif. Alors, ça s'explique éventuellement sur le versant des méthodes, mais et surtout pourquoi il n'y a pas du tout d'effet en randomisé. Alors, il y en a d'autres qui ont travaillé sur l'utilisation de ce machine learning pour décider du meilleur moyen, du meilleur vecteur pour envoyer un DSA, un DAE en l'occurrence là, directement sur la scène. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un appel, on localise, et à ce moment-là, on décide ils envoient une ambulance ou un drone pour faire ça. Alors, c'est pas un essai randomisé, c'est purement de la simulation, hein, ce qu'ils ont fait là aussi. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand on n'envoie jamais le drone, versus quand on envoie le drone, tout le temps, c'est les deux cases du haut, on a une diminution du délai, encore une fois, en simulation. Et ensuite, après, ils ont travaillé sur de l'affinage, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser, de trouver le meilleur vecteur qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, des fois, on envoie une ambulance, des fois, on envoie un drone. Et vous voyez que finalement, en fait, entre envoyer tout le temps un drone et envoyer de temps en temps un drone, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'effectivement, ça permet d'optimiser les moyens et de garder tout ça. Donc, pas de perte de chance. Donc, l'intérêt de ces algorithmes, il a l'air intéressant. Il y en a d'autres qui ont travaillé sur le signal sonore. Et là, il y a beaucoup de travaux qui émergent, notamment dans des sciences un peu plus humaines, type linguistique ou autre. Et notamment, il y a eu ce travail d'une équipe chinoise qui essayait d'identifier les intonations émotionnelles et les mots à l'intérieur de l'échange par rapport à la problématique de l'arrêt cardiaque, encore une fois. C'est vraiment le travail de fond. C'est beaucoup l'arrêt cardiaque sur l'intelligence artificielle. Et on voit que cette machine, elle identifie ces phénomènes émotionnels et du coup l'arrêt cardiaque avec une très bonne performance et un délai relativement court. Quand on commence à parler de machine learning et d'IA, à un moment donné, il y a un autre truc qui vient se télescoper, c'est ce fameux IoT, Internet of Things, qui est en train d'exploser. Alors, pareil, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'Apple Watch, mais en gros, ça pose des questions, ces outils-là, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dernière montre qui est sortie, et celle qui était avant, en fait, elle est capable de vous dire « Hey, vous venez de tomber, ça va ou pas ?» Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce truc-là, mais c'est assez rigolo. Ou alors, vous avez votre fréquence cardiaque qui s'emballe, et ça le détecte automatiquement. L'effet pervers, c'est que si vous avez chuté et que vous n'avez pas appuyé sur le bouton, ça envoie un appel, qui, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai identifié, a l'air de partir au 112, mais ce n'est pas très clair. Je ne sais pas trop ce qui se passe derrière. Et quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous appelle, j'ai ma montre qui vient de sonner, a priori je fais une fibrillation auriculaire. On en fait quoi? Donc tous ces éléments-là, en fait, c'est des éléments qu'il faut intégrer dans la réflexion sur la problématique de la régulation. Et après, il y a cette problématique d'utilisation secondaire des données. Il faut se rendre compte que la régulation, c'est plus de 30 millions d'appels chaque année en France. Moi, sur Bordeaux, je joue sur une base de données de presque 5 millions d'appels.
Donc, vous imaginez en fait la quantité de choses qui peuvent être faites. Et typiquement, ce big data, c'est vraiment un truc qui intéresse tout le monde. Et l'exemple caricatural, c'est le traitement automatisé du langage naturel, ce qui correspond à transformer du texte libre, saisi dans les dossiers, ce que vous faites aussi, vous, quand vous faites votre consultation d'anesthésie ou quand vous faites votre dossier de réanimation. On a ça sur la régulation et on le transforme en un système binaire qui fait que la machine, elle va le comprendre. Et parmi tout ça, il y a un truc qui a révolutionné l'utilisation secondaire de ces données, c'est des modèles qu'on appelle les transformers. Ces transformers, ça c'est le papier Princeps, je vous l'ai mis histoire que vous puissiez regarder s'il y en a que ça intéresse sur le côté très techno. Je vous épargne le détail sur le côté de comment ça fonctionne. Mais ils ont rajouté un système qui a augmenté énormément les capacités des modèles. Très 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 brièvement, et ceux qui sont un peu techos sur les bords, je vous prie de ne pas m'en vouloir parce que je simplifie à mort. Mais l'idée de ces modèles-là, c'est de travailler sur la prédiction du mot suivant. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez là j'ai le texte en haut, et la machine, en fait, elle décompose ce texte en 5, 6, 7 mots en fonction de ce qu'on fait pour essayer de prédire celui d'après. En gros, ça transforme le mot en une fonction des autres. Et qu'est-ce que ça permet de faire tout ça ? Ça permet dans un premier temps de générer des textes artificiels. Vous vous rappelez ce que je vous ai fait au début ? C'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire qu'à gauche de l'écran, là, vous avez une vraie observation, et à droite, vous avez une observation que la machine a totalement inventée. Si vous prenez 2 secondes, en fait, vous voyez que c'est hyper cohérent. C'est exactement la même, quasiment. Et je vous promets, parce que j'ai vérifié, elle n'est pas dans ma base de données. Alors vous allez me dire, c'est super drôle, c'est chouette ça, mais en fait, ça sert à rien. Oui, je suis d'accord, ça sert absolument à rien en pratique. Ça sert juste à un truc, c'est que à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai besoin d'avoir vachement moins d'annotations humaines pour que derrière, la machine arrive à me dire si, par exemple, c'est un malaise, c'est de l'alcool, c'est des accidents de la route, c'est de la violence, etc. Donc en fait, je lis quelques dossiers, et après, je peux faire marcher tout ça sur toute ma base, et ça marche super bien. J'ai des performances qui sont avec des équivalents de courbes ROC qui sont à plus de 95%. Donc ça permet du coup, en gros, de travailler sur une centaine de dossiers, des fois 1000 dossiers selon les pathologies, et de travailler après, par contre, réellement, d'exploiter les données sur des millions. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et vous voyez, on l'a fait là aussi sur de l'extraction automatisée de la tension artérielle à l'intérieur des dossiers de régulation, où on se rend compte de manière assez rigolote qu'il y a l'air d'y avoir une espèce de corrélation quand même entre le niveau socio-économique et la tension artérielle, en tout cas sur la Gironde. Et si on va un tout petit peu plus loin, il y a des nouvelles méthodes qui s'appellent l'active learning, qui font que là, pour le coup, on peut en faire encore moins d'annotation. Et vous voyez, là, c'est en gros, j'ai du texte, et en temps réel, je vais me dire, tiens, là, ce que je veux faire, c'est bosser sur la douleur thoracique. Donc, du coup, je vais créer une classe douleur thoracique et je vais annoter mes données. Et en gros, petit à petit, et vous voyez là ici, on allait très loin, on en a annoté 4000. Mais tout ça, c'est applicable sur l'ensemble de ma base de données. Et du coup, je me retrouve avec des millions de douleurs thoraciques que je peux traiter. Et en termes d'exploitation des données, c'est quelque chose qui est vraiment super quand on travaille là-dessus. Et je me suis dit, quitte à parler de machine learning en régulation, je vais me projeter un petit peu dans les urgences du futur et dans de l'interconnexion et me mettre à rêver un petit peu. Et clairement, les outils qui existent à l'heure actuelle, ça peut permettre plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer avoir, basé sur le signal sonore ou basé sur le texte qui est saisi par les assistants de régulation ou par le médecin régulateur, le motif d'appel qui va être identifié automatiquement et que automatiquement, du coup, ça nous sorte une checklist avec les éléments à ne pas oublier pour l'évaluation du patient et que ça coche automatiquement quand les informations ont bien été recueillies. Et ça, clairement, c'est des éléments qui pourraient sécuriser les prises en charge, notamment à 5 heures du matin, quand effectivement on n'a toujours pas dormi et que, en termes de performance, on sait nécessairement qu'on est moins bon. L'autre possibilité, c'est d'imaginer de la transmission automatisée de l'information de la régulation vers les services des urgences, où en gros, la machine se servirait de l'observation de régulation pour définir un espèce de pré-triage qui permettrait aux infirmières organisatrices de l'accueil de savoir le malade qui arrive et d'aller l'intercepter si jamais c'est un malade qui effectivement a l'air plus grave que les autres. Tout ça, en fait, ça s'imagine dans une interconnexion entre régulation et services d'urgence pour être capable d'anticiper à terme la charge instantanée. C'est-à-dire que si jamais je sais que mon malade qui vient de rentrer aux urgences
il va rester tant de temps dans le service. Du coup, si j'envisage d'envoyer un malade dans ce service-là, je sais la charge que je vais appliquer sur le service et à quel point ça va coûter. Donc on peut travailler sur les ressources et essayer d'optimiser tout ça. Clairement, je rêve, hein, c'est pas pour tout de suite. Et si je dois laisser quelques messages pour vous, c'est que clairement le machine learning et la régulation, la littérature, elle reste quand même encore limitée, mais il y a des pistes et des choses qui ont l'air vraiment très intéressantes. C'est un élément qui clairement, sans forcément permettre de gagner du temps, sécurise les prises en charge. Ça permet d'exploiter des bases de données qui sont monstrueuses et sur lesquelles, en termes de santé publique, il y a énormément de choses à faire. Et surtout, et c'est pas encore assez exploité, je pense, de notre côté, c'est clairement un champ de recherche translationnel, à la fois avec l'informatique qui exploite ça, mais aussi avec toutes les sciences humaines que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Bon, en propos liminaire, moi je suis technophile mais pas geek, c'est-à-dire que je me pose toujours la question, justement de la question. Quand je t'écoute là, on voit bien que dans nos métiers, que ça soit au bloc, en anest, en réa, en médecine urgence, prédire l'activité nous permettrait de nous adapter. Je suis toujours surpris qu'on n'ait pas de données météo qui fassent qu'on est à poil en boîte d'ortho quand il y a un épisode de gel par exemple. Voilà, et on se retrouve avec plein de protocoles ou de colle et ah bah flûte, on n'avait pas prévu. Donc on voit bien ça. Est-ce que c'est du machine learning ou est-ce que c'est juste du big data ? Big data, on est capable de le faire. Alors, big data, ça veut juste dire qu'on a des bases de données avec plein de lignes. Le machine learning, machine learning ou deep learning, c'est l'utilisation de ces données pour extraire une information. Machine learning plutôt basé sur des modèles statistiques, deep learning plutôt basé sur des réseaux de neurones complexes en termes d'exploitation. Après, peu importe la méthode, finalement, à l'heure actuelle, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la plupart des situations, quand c'est juste des données chiffrées, qu'on prenne du réseau de neurones ou qu'on prenne des méthodes stats, on obtient les mêmes résultats. Donc en fait, on n'a pas besoin de termes complexes pour se dire qu'on pourrait analyser en rétrospective sur 5 ans, en multipliant les données, un certain nombre de facteurs, dont des facteurs hivernaux, pour prédire une forme d'activité. Après, il y a un deuxième sujet, c'est l'évolution de la gravité d'un patient, a priori pas grave. Ouais. Alors là aussi, on sera en mesure, on a déjà plein de papiers là-dessus. Troisième sujet qui n'est pas clair, c'est la performance d'une équipe. On sait tous, hein, quand on commence la garde, qu'en fonction de la cohésion de l'équipe qu'on aura, bloc, réa, ça va merder ou pas? J'exagère? Non, on le sait. On peut même se dire qu'individuellement, on a bien un dosimètre quand on est en activité radio, on n'a pas de dosimètre de notre état de fatigue ou de notre état émotionnel. Genre, attention les gars, je suis orange, je suis pas loin de m'énerver et je vais dégrader la performance. Bon, ça peut-être que ça pourrait être intéressant. Et puis, dernier sujet, c'est des assistants individuels. Alors, si je reviens sur les centres d'appel, on voit bien qu'on travaille à la voix, ce qui est quand même ultra complexe. Et on voit bien que des compagnons vocaux pourraient aider. Alors peut-être même d'ailleurs en consul, des compagnons vocaux pourraient aider. Alors je réfléchis quand je vois ton papier, les mots utilisés par l'appelant qui peuvent être, en fait c'est une méthode d'allocation aléatoire type Monte Carlo qui peuvent être reproduites. Ça nous aide en quoi en fait? Ça nous aidera en quoi? Plein de questions là. Déjà, sur l'aide, moi je vois clairement l'IA, on va rester sur ce truc-là en large, comme une espèce de béquille finalement. C'est effectivement ce que tu disais sur le versant assistant. C'est-à-dire qu'on a cette fatigue, on a ces problèmes-là, on le sait qu'à un moment donné, il y a ces éléments-là. Et je pense que l'IA, elle peut être un système de warning pour qu'on évite de faire pour qu'on rentre pas dans l'erreur en fait, à certains moments, et notamment sur l'utilisation des checklists et d'automatiser ce problème-là. Donc ça veut dire en temps réel, un peu comme une lecture de radio, où tu as l'œil du radiologue et l'IA qui tourne en backup. Je pense, ouais. Typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur l'IA pour l'IOA, l'infirmière organisatrice de l'accueil. C'est aussi un élément pour lequel je pense que l'intelligence artificielle peut être bien, c'est-à-dire qu'on sait aussi que dans notre taf, on a plein de tâches répétées, qui sont des tâches qui, en fait, sont purement administratives, finalement, et n'impactent jamais la prise en charge du patient. L'identification du motif, le fait de coder le diagnostic SIM ou ces choses-là, en fait, à l'intérieur de la prise en charge. Toutes ces choses-là, c'est des trucs qui marchent super bien avec des algos de traitement naturel du langage. Et ouvertement, je pense qu'on ne devrait plus avoir à faire ça. Et du coup, ça permet de diminuer la charge cognitive. Donc si je ressors, tu me dis que si j'ai un entretien avec un patient, oral ou visuel ou face à face, si je collige des données, une IA qui m'écoute et qui collige de ce que je tape, peut me rectifier des conclusions inappropriées ou un examen pas demandé? Alors, oui, en passant ça au conditionnel.
parce qu'on n'y est pas encore. Mais clairement, enfin, sur l'équipe où je bosse, ce dont on rêve à l'heure actuelle, c'est de bosser sur le box IOA main libre. Alors pourquoi le box IOA et pas le box médical? Simplement que au moins il y en a qu'un. Enfin, en tout cas, il y en a qu'un chez nous, ce qui fait que c'est plus facile à sonoriser pour travailler là-dessus. Mais effectivement, l'idée finalement d'utiliser la technologie pour remettre de l'humain dans le soin, c'est-à-dire qu'en gros, je me détache de tout ce qui est pénible, c'est-à-dire d'aller me coller sur l'ordinateur pour taper du texte, et par contre, j'interroge mon patient, je prends le temps de parler avec lui, et en même temps, en fait, les informations, elles sont automatiquement recueillies, elles vont dans mon dossier médical, c'est canon, quoi. Le gros avantage aussi du box IOA là-dessus, c'est que finalement, l'interrogatoire de l'IOA est un tout petit peu plus standardisé que le nôtre. Et j'ai une suggestion de diagnostic, de traitement à entreprendre, de bilan à demander. Après, une fois qu'on a récupéré des informations, le fait d'aller travailler pour aller plus loin, c'est des choses qui s'envisagent sans difficulté. Et je rebondis juste sur ce que tu disais sur la problématique de la fatigue et de l'identification. Moi, je crois vachement en les trackers d'activité. Justement sur ces éléments-là, aujourd'hui, il y a des trucs, notamment Garmin. Oui, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Apple, mais même pas non plus avec Garmin d'ailleurs. Mais Garmin fait un truc qui s'appelle la body battery. Et c'est hyper rigolo parce qu'en gros, on se charge la nuit, on se décharge la journée. Et je vous promets que c'est hyper corrélé avec votre sensation. C'est-à-dire, vous vous levez le matin et vous avez l'impression d'avoir la tête dans le cul, passez-moi l'expression, vous pouvez être sûr que cette nuit-là, vous vous êtes pas du tout reposé et vous n'êtes pas remonté en batterie. Il y a des podomètres et des accéléromètres du poignet qui peuvent traduire un état de fatigue. Donc ça, c'est vachement intéressant, selon qu'on tape plus ou moins du pied. Donc ça permettrait, pour avoir une vision un peu dynamique de l'équipe, de se dire qu'à tel poste, trauma leader, ce que vous voulez, coordination, il y a un état de fatigue qui fait que ça peut dégrader significativement la performance. Ça, c'est des sujets assez surprenants parce que quand même, ça veut dire qu'on est, surveillé en temps réel. Ouais. Voilà. Mais bon, il y a plein de travaux, y compris les pompiers d'ailleurs qui font ça, qui surveillent leur fréquence cardiaque, etc. Est-ce qu'il y a des remarques? Parce que là, on discute entre nous. Des questions? Mais le problème, c'est que ça veut dire qu'on a des remplaçants urgentistes. Et là, c'est chaud, du coup. C'est ça, c'est-à-dire que même si on me dit que je suis fatigué, je vais appeler quelqu'un. Écoute, tu me remplaces là, ma montre me dit que je suis fatigué. Il dit oui, c'est ça. Ouais. Tous les postes ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, il y a des choses qui sont envisageables, je pense. Regardez, on monitore bien le CO2 expiré. Et on se dit, oula, je vais faire une mesure. Bah, oula, putain, ta batterie est un peu orange pour tout un tas de raisons. Julien, tiens, je te mets de côté. Tu vas être. Là, on peut imaginer ces allocations dynamiques de moyens qu'on n'a pas du tout. Je veux dire. Oui. Merci pour ce topo très, très intéressant. Une remarque. Présente-toi. Oui, je suis professeur Papagay, responsable du SAMU de Fort-de-France. Et donc, on est ici, au CHU de Fort-de-France. Il y a un stand de passé, il y a du rhum. Ouais. Non, c'est intéressant, mais la question que je me pose toujours, c'est la traduction vocale en écrit. C'est ce qu'on fait en régulation. Et je donne un exemple, un pompier qui passe son bilan et qui dit la saturation est à 72%. Et l'arme écrit 92%. Et donc, est-ce qu'il y a des capacités de rectification de l'écrit d'un message vocal? Aujourd'hui, il n'y a pas ces outils-là. Ouais, mais par contre, c'est envisageable. Le problème qu'il y a en fait là-dessus, c'est que il y a une espèce de conflit entre les gens de terrain et les industriels. Les industriels qui travaillent vachement sur des trucs très cosmétiques, l'arrêt cardiaque, ce que je vous ai montré. Alors, c'est un super outil, je pense, en termes de sécurisation, donc je ne veux pas le critiquer non plus. Et ceux de terrain qui, en fait, ont des problèmes. Le souci, c'est que pour traiter les problèmes que nous, on a, il faudrait que les industriels aient accès à nos données, chose qu'ils n'ont pas. Donc en fait, pour l'instant, on est bloqué sur ce problème-là. Et après, moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Le directeur de recherche avec lequel je bosse est à peu près sur la même longueur d'onde que moi, mais après, on manque de mains. C'est pareil. Vous seriez prêt à vous faire traquer? On cherche à faire ça. Qui parmi vous n'accepterait pas d'avoir aux heures de travail, différents capteurs sur le pied, le poignet, que sais-je? Il y en a qui n'accepteraient pas? Ouais. Pourquoi vous n'accepteriez pas? Qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord? Excuse-moi. Qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord? Là, il y a deux mains qui n'accepteraient pas. Et ça m'intéresse. Pourquoi parce que c'est un vrai sujet pour nous. Là, on se dit, si on lance ce genre de travaux, comment on le fait intelligemment pour éviter que ça soit une sorte de flicage? Tiens, il s'est assis. Qu'est-ce qui fait que vous n'accepteriez pas qu'on fasse des travaux sur le tracking de nous, les pros? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a d'avoir un tracking qui te donne ton information à toi. Si j'ai une alerte que ça ne va pas,
gestion de cette information. Comme toute information entre guillemets médicale, c'est-à-dire que tu aies ton propre retour et qu'à un moment tu dises, et qu'il y ait une procédure qui nous fasse comme ça vous arrive, quoi. Je sais ce que tu peux me remplacer, etc. Et qu'ensuite ce soit un système qui fasse ça, parce que derrière, comment tu vas interpréter, admettons, on fait un truc vraiment purement statistique, j'ai ma batterie, je suis à 50% de performance, et moi ma performance de départ, elle vaut 200, donc quand je suis à 50%, je suis à 100. Docteur B, lui, sa performance de départ, elle est à 120, là il est à 100%, donc il est au-dessus de moi, mais s'il passe à 80%, Ouais, tu as il raison. arrive à 70, alors est-ce qu'il vaut mieux mettre le 200 qui est fatigué, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre le 120? Tu vois, tu peux bien dans un truc, parce que derrière, on n'est pas tous complètement standard. Tu Bien sûr. partirais du principe que tu as 22 briques, et quand ta brique elle est descendue, tu prends la brique B pour la mettre à la place de C. Ouais. En fait, il faudrait d'abord qu'on ait des patterns, parce que dans ce que tu décris, en fait, on ne sait pas comment on se comporte. Et je pense qu'une... Et en plus, après, ça devient encore plus. Alors, il y a. Et on n'est pas dans une usine taylorisée, tu vois, avec un ouvrier A qui fait son geste, et puis il peut être remplacé par le B, le C, le Z. Et puis on n'a pas forcément la même interprétation de l'effet bénéfique de la sieste, par exemple. C'est-à-dire que si on envoyait la direction de nos valeurs d'activité, la sieste qui peut être interprétée comme un moyen efficace de recharger ses batteries, je ne suis pas sûr que la DRH l'interprète de la même façon. Ouais. Alors, sauf que tu as des postes qui sont sinon taylorisés, du moins bien documentés. Non, mais c'est pour ça qu'il y a le contexte. Enfin, Mais tu as raison, je comprends. En tout cas, voilà, à la fin, c'était la traduction de je baisse mon niveau de compétence, mais finalement, on va arriver à interroger quelle est la compétence initiale et quel est ton tapage de compétences. En plus, c'est pas sûr qu'en étant fatigué, tu baisses ton niveau de compétence. Alors, c'est comme des trucs en simulation où quand tu rajoutes un élément de stress qui est mesuré d'ailleurs par physiologiquement, etc., on avait fait comme ça. Le cortisol aussi. Ça libère. Comme ça, où on faisait une situation de trauma crâne simple amenée par quelqu'un, et puis tu avais soit rien, soit la mère qui pleurait, machin, mais pas plutôt aidante, etc., ou je sais plus, ou le père qui venait, qui était hyper agressif et qui venait Et en fait, on voyait bien que ça augmentait le stress sur les capteurs, etc., mais qu'en fait la performance augmentait, puisque Sauf sur le l'agression. délai de réanimation, parce que c'est un jeune qui vient d'arrêt Ouais, cardiaque. mais attends, sauf sur l'agression. Ce que vous montriez, c'est quand il y avait une agression verbale forte. Et ben, ça dépendait après, parce qu'on avait fait plusieurs niveaux d'interne, donc c'était un peu plus... En tout cas, tu dégradais, ça Mais en j'avais tout même cas, marqué. Ouais, moi, le message que j'en retenais, c'est plutôt que le stress et des signaux de... en fait, améliorer la performance. Non, bah, comme toujours, c'est des courbes en U. Oui, Pas mais de c'est stress, ça. tu Mais bois rien, après, trop stressé. C'est ça, non, mais donc c'est pour ça que c'est toujours assez Ouais. complexe à intégrer, et surtout, pour moi, c'est le niveau, l'idée de dire je baisse en compétence parce que j'ai ma batterie qui baisse, et donc il faut que je remplace par quelqu'un d'autre, et ben c'est là où tu vas devoir comparer les docteurs pour savoir à quel moment la compétence de l'un devient inférieure à la compétence de l'autre pour pouvoir faire le truc. Tout à fait. Et donc, Si je plutôt, peux répondre en moi, 3 je ferais petits mots. plutôt sur une alerte de dire n'hésite pas à demander de l'aide, attention, t'es fatigué, fais un double check ou fais un truc ou je sais pas. Alors, Je suis désolé de vous interrompre, mais je suis le timekeeper et on a déjà 3 minutes de retard. Donc juste l'intervention de Cédric et puis on invitera Pauline Pérez à... Alors, en fait, moi j'ai travaillé aussi un petit peu sur les problématiques des compétences et effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas trop d'altération, vraisemblablement parce qu'en fait, les situations sur lesquelles il y aurait des erreurs, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment urgence vitale, en fait, ça reste très protocolisé, très standardisé, donc en fait, on ne fait pas tant d'erreurs que ça. Par contre, en fait, moi, ce que je vois bien sur les trackers d'activité, c'est le fait d'éviter la fatigue pour finalement éviter de nous dépérir petit à petit. En fait, c'est sur cette anticipation-là et plutôt sur un versant individuel plutôt que sur un versant purement des compétences. Ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais c'est différent que de dire qu'il a un système à faire fonctionner. J'entends. Bon, les gars, là, on arrête. Tiens, monsieur, vous êtes debout depuis tout à l'heure. Désolé, j'ai juste pour rajouter un peu de présent dans la future. Moi, je sais d'habitude quand je suis fatigué, et je le vois même chez mes collègues, mais de façon journalière, j'ai besoin de recopier une liste de médicaments sur un morceau de papier pour les taper dans le même ordinateur dans un autre logiciel. Ouais. J'ai eu besoin de 2 mois pour remplacer une imprimante qui donne de bourrage papier régulièrement, et je pense que tout le monde le connaît.
Ouais. On Si est bien quelqu'un d'accord. s'intéressait à supprimer les tas idiots que tout le monde fait et que tout le monde est obligé et personne profite, ça serait bien. Ouais, je suis d'accord. On Tout à peut fait. être que d'accord. Vas-y.